Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre invité, Driss Xiques, et nous allons parler de son livre Les Sentiers de l'Indiscipline, publié aux éditions En Toutes Lettres. Quelques mots de Driss Xiques, dont le parcours est très impressionnant et très divers. Driss Xiques est écrivain, dramaturge, professeur à HEM depuis plus de 20 ans, où il dirige Economia, HM Research Center depuis 2007. Driss, tu as initié la collection Les Presses de l'Université citoyenne, tu es professeur de méthodologie, tu animes des grands débats politiques et des ateliers d'écriture, et tu contribues à plusieurs revues internationales. Cofondateur des rencontres d'Averroès à Rabat depuis 2008, tu as également créé Daba Théâtre Citoyen de 2009 à 2012, le collectif du Vivre Ensemble en 2012, Divan Public depuis 2014 et tu fus l'un des organisateurs de la Nuit des philosophes en 2017 et 2018. Parmi tes publications, des essais, Le métier d'intellectuel, Le tissu de nos singularités, Vivre ensemble au Maroc, et également des fictions, puisque tu es dramaturge, Il, qui est du théâtre, un récit hybride entre le récit poétique et le carnet, le journal, L'homme descend du silence, 180 degrés, Le match, Au détroit d'Averroès, qui était un ouvrage de réflexion fictive autour du personnage de Ibn Rushd, et ton dernier roman qui sort en 2022, qui s'appelle Texture du chaos, qui est une sorte de dystopie, de contre-utopie, et qui prend place à Casablanca. Nous allons ici présenter donc ton livre Les Sentiers de l'Indiscipline, qui s'annonce un peu entre le récit d'initiation personnelle et la réflexion philosophique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre puisque je me sens une des peut-être plus actives turiféraires de la discipline à Tanger. En tout cas, ça c'est une certitude. J'en ai toujours fait un maître mot, c'est-à-dire de faire ce pas de côté. J'ai très envie de savoir à quel moment et pourquoi tu as eu dans ton parcours ce désir d'écrire un livre qui réhabilite ou qui remet en avant l'indiscipline. D'abord, merci. Je suis très heureux de te parler, dans ce cadre-là. En fait, ce livre il y a eu plusieurs moments. Donc, on va dire le premier temps, c'est le moment des soulèvements, 2010-2011. Où j'étais interpellé, non pas par l'effet de troupeau, l'effet de foule, mais par toute cette effervescence qui faisait qu'on était en train de chercher des voies tierces, par le savoir, par l'art, par la posture politique, etc. Il y a quelque chose qui était en train de naître, et pas uniquement dans notre région, mais aussi dans le monde. Occupy Wall Street, Indignados, les insoumis vont venir plus tard, enfin plein de choses. Il se trouve que ce sont des choses sur lesquelles je travaille en tant que chercheur. Je suis chercheur en médias et culture, donc c'est mon domaine de travail. Donc ce sont des choses que j'observe énormément. À côté du fait d'écrire des articles scientifiques sur des questions comme ça, il y a quelque chose pour moi qui était beaucoup plus profond, beaucoup plus problématique à penser, qui est, au fait, je me rendais compte que tout ça était face à une sorte d'injustice. C'est une injustice qui est construite qui vient du néolibéralisme, c'est une injustice qui vient aussi du retour des autoritarismes, c'est une injustice qui vient au fait des postures instituées dans lesquelles parfois vous avez du mandarinat ou des postures dominantes de la part de certaines personnes ou d'institutions, etc. Toutes ces formes-là, de la part du marché de l'art, qui devient lénifiant, standardisant, etc. Par rapport à tout cela, je trouvais qu'il y avait
différentes formes d'indiscipline qui s'exprimaient. Voilà. Et je me disais qu'il fallait faire un effort pour nommer tout cela et le remembrer. Hein. Le remembrer. J'aime beaucoup, moi, ce terme de Ngugi wa Thiong'o, qu'il évoque dans Décoloniser l'esprit, parce que remembrer est un mot qui, en même temps, rappelle la question de la mémoire, remember, et en même temps, réarticuler des choses qui paraissent disjointes, qui paraissent isolées les unes des autres. Et donc, il fallait prendre le temps de recoller les morceaux de quelque chose qui n'était pas nommé jusque-là. Tout à fait. Et ce que j'ai trouvé aussi original, intéressant, c'est cette sorte d'inventaire à la Pérec. Et c'est aussi ces multiples interrogations qui viennent orchestrer, harmoniser ta réflexion, qui sont les interrogations d'un contradicteur, alors qui pourrait être extérieur, ou toi. C'est-à-dire c'est un vrai travail de maïeutique. On fait naître une question pour avancer. Je dis le mot avancer parce que je voudrais aussi revenir sur le titre, sur le fait d'avoir choisi ce titre-là, les sentiers, et non pas les chemins ou les voies ou des termes un petit peu plus convenus peut-être, parce qu'un sentier, c'est cette petite voie que l'on prend, alors souvent dans la campagne, dans un paysage où il faut accepter comme on dit en français, sortir des sentiers battus par exemple, mais pour autant c'est aussi un endroit où tu nous mènes et nous devons accepter de peut-être nous perdre, parce qu'en fait un sentier nous le prenons sans savoir où nous allons, et l'indiscipline c'est ça aussi, elle a une part de dangerosité, même si dans ton texte la dangerosité n'est pas mise en avant, et maintenant je comprends mieux puisque tu dis ce qui ne m'a pas intéressé, je n'avais pas envie de parler des mouvements de masse, parce que dans la masse il y a de la dangerosité aussi. Maintenant, j'ai aussi envie de revenir à quelqu'un comme Georges Didier Huberman, qui a beaucoup écrit sur la désobéissance et qui parle de ce mouvement qui peut être un soulèvement intérieur. Est-ce que tu y as pensé quand tu as écrit Les Sentiers de l'Indiscipline? Et en effet, est-ce que ce titre c'est toi qui l'as choisi? Est-ce qu'il est dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que je me perds moi-même dans mes interprétations? Non, tout à fait. En fait, j'avais un premier titre qui était L'art d'être indiscipliné, et je trouvais qu'il était prétentieux, qu'il était donneur de leçons. Et je l'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que finalement, l'indiscipline, c'est l'acceptation du chemin. C'est l'acceptation du chemin, donc l'acceptation de l'inconnu que suppose le chemin. Et après, je me suis rendu compte que, au fait, le terme sentier était celui qui rendait le mieux cette question d'indiscipline, parce que c'est inattendu, c'est imprévu, c'est risqué, c'est tortueux, c'est escarpé, et c'est une prise de risque. Et donc c'est pour cela que j'ai choisi ce titre. J'ai choisi ce titre aussi, et j'ai essayé d'écrire ce livre en soi comme un voyage. J'ai essayé d'écrire ce livre comme un voyage. Ça veut dire comme une traversée. J'ai essayé d'écrire ce livre comme une traversée. Même la forme du livre est une forme qui est hétérogène, hétéroclite, donc ça veut dire on passe vous l'avez dit, du récit d'initiation à la réflexion, au dialogue, au conte, au carnet de bord, au portrait, parce que j'avais envie que le livre soit vécu comme une expérience et non pas uniquement lu comme du discours. Oui, c'est très réussi parce que c'est comme une invitation en fait. On se sent perpétuellement pris par la main. Tu égrènes tout en avouant d'emblée que c'est très difficile de définir l'indiscipline. Ça relève pratiquement de l'impossible, mais finalement c'est parce que c'est impossible qu'il faut tenter ce possible. Et tu égrènes des pistes. Alors j'ai relevé des termes qui reviennent dans ce que tu viens de dire: cheminer indéfiniment en quête de vérités introuvables, de libertés inexplorées, et du coup rêver de partir,
ne jamais cesser de circuler. Donc on est encore dans cette historique du mouvement. Un des personnages qui évidemment est important à Tanger, c'est Ibn Battuta. Donc c'est un des premiers de ta longue série de portraits d'indisciplinés qui sont j'ai envie de dire des indisciplinés rebelles mais intérieurs. Voilà, il y a beaucoup d'intériorité dans ton texte. Il y a du mouvement, mais tu n'invites pas à cette sorte de grande vague de soulèvement. Tu invites à une réflexion, peut-être comme dirait Jill Scott Heron, on doit faire sa révolution interne d'abord. Et Ibn Battuta, ça a été c'est un guide? Oui, alors il faut lier Ibn Battuta au fait que je raconte ce que j'appelle une fable personnelle. Je raconte l'histoire de mon prénom et du fait qu'on m'ait accolé dès ma naissance la particule Hajj que j'ai rejetée. Et au fait de comprendre que Ibn Battuta part en pèlerinage, mais il bifurque pour aller d'abord pour le plaisir, parce que c'est les femmes qui l'ont attiré dans toutes ces contrées, et deux, qu'il a bifurqué pour le savoir, était quelque chose qui était une illumination pour moi de cet homme qui, à l'époque, part dans l'exploration de l'humain, alors qu'il était juste parti initialement pour un pèlerinage religieux. Et donc ce détournement me semble important. Tu parlais tout à l'heure de cette idée de révolution intérieure. En fait, je pense qu'il y a une sorte de mélancolie secrète dans ce livre. De dire, au fait, la question du changement, moi je ne la pense pas par rapport au grand soir. Je la pense par rapport à ces petites brèches, quasiment microscopiques, micro-locales, diffuses, qui se font. Je pense que nous sommes dans un temps très 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 complexe de surveillance, de mainmise, d'emprise de la technologie sur nos vies, d'une sorte de triomphalisme du modèle néolibéral, de retour de la violence, de la guerre, etc. Et que la question du changement, elle mérite d'être repensée à partir d'une posture plus organique, plus acceptant la marge, acceptant d'élargir la marge, et non pas d'occuper le centre. Oui, ce qui peut parfois être peut-être frustrant si on a besoin d'incarnation de l'indiscipline, parce qu'en fait, voilà, tu dis très justement, hein, et malheureusement on peut le constater chaque jour, il y a de plus en plus de frontières, il y a de plus en plus de camps de détention, il y a de plus en plus en effet de surveillance numérique, autres, sanitaire, etc. Et comment faire si tu devais t'adresser, parce que pour moi s'il y a un âge de l'indiscipline, c'est la jeunesse souvent, et comment faire pour s'adresser à des jeunes et leur dire voilà, c'est encore possible d'être indiscipliné dans un monde où beaucoup de codes sont extrêmement balisés, beaucoup de choses sont déjà déterminées à l'avance, et on est dans des sociétés aussi où chaque pays se met à l'aune des autres pays, donc on est dans une espèce d'immense grande échelle. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en fait? Est-ce que tu leur dirais quelque chose? Je ne sais pas. Moi, je reste aussi à l'écoute de ce que eux peuvent me dire, parce que je pense que la question de l'indiscipline, c'est là d'abord le fait de s'autoriser de soi-même et d'être autonome. Je pense que ce que j'ai à dire, je le dirais plutôt aux gens qui formatent la discipline, de faire de l'école un lieu de la pensée critique, un lieu de création d'autres possibles. Je parle dans les livres de ce que j'appelle des hétérotopies, de ces lieux où du différent advient. Je pense que la question, c'est de permettre qu'il y ait cette pluralité d'espaces qui sortent de l'espace numérique aujourd'hui codé, ou bien des espaces qui sont institués,
qui permettent à autre chose d'advenir par la création, par le dialogue, par la réflexion, par la délibération. Tout ça, pour moi, est central. Et surtout, se débarrasser du jugement de ces jeunes en les casant comme étant indisciplinés, voulant dire incontrôlables, ou voulant dire non hors des cadres établis. Encore heureux, on a besoin d'accepter qu'il y ait ces bifurcations pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui advient. Donc pour moi, l'indiscipline est une éthique de justesse, et il faudrait qu'on reste très attentif à ce qui peut advenir par ces différents pas de côté. On va continuer encore avec le terme indiscipline qui renvoie à discipline et qui donc renvoie à interdiscipline, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant dans ta réflexion. C'est cette porosité qui devrait exister entre différents domaines d'expression, c'est-à-dire aussi bien la philosophie, les sciences humaines, la littérature, le théâtre. Évidemment ton parcours personnel, parce que souvent j'ai le sentiment aussi que être indiscipliné, c'est l'histoire d'une singularité très forte qui s'exprime par de la marginalité ou par un sentiment de marginalité. Est-ce que ton parcours de dramaturge t'a permis aussi de poser des mots très précis sur ce que représente pour toi, et pas seulement des termes un peu plus grands, un peu plus généraux, l'indiscipline? Comme je le dis dans le livre, probablement que le théâtre est l'un des lieux les plus magiques, parce que c'est le lieu dans lequel on exprime la plus grande indiscipline, parce que c'est le lieu où on exprime une forme de colère, et en même temps, c'est le lieu où on est censé être le plus discipliné, parce qu'on doit répéter les choses et trouver des variations aux mêmes choses pour pouvoir les exprimer de manière les plus fortes. Donc déjà, pour moi, d'un point de vue organique, le théâtre est un lieu magique. Maintenant, par rapport aux disciplines, la grande question, c'est la question de la quête de vérité. La quête de vérité avec S. Si nous considérons les disciplines de savoir uniquement comme une manière de construire des carrières, donc là on n'a rien à dire. Que chacun fasse sa carrière, mais si on considère que les disciplines ne sont qu'un moyen qui nous permet d'accéder au savoir et donc de partager une quête de vérité dans une société, à ce moment-là, on doit comprendre qu'on doit décloisonner les espaces de savoir, parce que les cloisons disciplinaires nous mettent des œillères et ne nous permettent pas de comprendre la complexité. 2, le lien entre la sensibilité et la rationalité est quelque chose qui a été de manière artificielle scindé au nom du positivisme, au nom de la religion du progrès. Et on sait tous les désastres que tout cela a produit, toutes les guerres que tout cela a produit dans le monde. Donc il faut revenir encore une fois, à ce remembrement, à cette réarticulation entre le sensible et le rationnel, entre le mythologique et le documenté, entre le fictif et l'empirique. Pourquoi ? Parce que la littérature nous fait accéder à la singularité, nous fait accéder aux détails de la vie humaine, alors que la science, elle essaie de modéliser des grandes notions. Or, en modélisant, on perd de vue les singularités, et en ne regardant que les singularités, on perd de vue la vue d'ensemble. Et donc, on a besoin de cette articulation. Cela
va à l'encontre des pouvoirs des gens qui sont derrière les départements de différentes sciences, il va à l'encontre de la logique d'expertise que les États et les gouvernements et les ONG internationales ont besoin d'instrumentaliser. Alors pourquoi je viens moi raconter tout ça? Parce que par rapport à tout ce mouvement aujourd'hui qui, face à l'injustice, essaie de penser autrement le monde, eh bien, il y a un autre espace possible qui est un espace qui ne se revendique pas de l'expertise, mais qui dit que tout le monde est expert du fait d'être un être humain. Et donc, croire à une meilleure humanité est quelque chose de la responsabilité de tous. Donc, on a besoin d'être attentif à ce qui peut émerger. Donc, c'est pour ça que la question de la maïeutique est importante. La question, il y a tout un chapitre dans le livre que j'ai intitulé « L'éthique du non-savoir ». Tout à fait, de l'ignorance revendiquée en fait. Voilà, une sorte d'ignorance revendiquée. Pourquoi? Parce que la posture du sachant est une posture écrasante. Et elle écrase toutes les formes de savoir intuitif ou savoir expérimentaux ou expérientiels que porte chacun. Oui, tout à fait. Pour autant, si on veut s'indiscipliner, il n'y a pas de méthode. Hein, voilà, tu disais au début, j'avais l'intention d'écrire l'art de l'indiscipline. Alors c'est comme si on pouvait apprendre à devenir indiscipliné. Et pour autant, il y a des personnes qui restent très disciplinées parce que j'ai le sentiment que ça ne perturbe pas leur perception du monde. Hein, tout le monde n'est pas aussi sensible. Je pense qu'il faut aussi beaucoup parler de sensibilité dans cette approche finalement très philosophique de la vie et d'autrui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui trouvent que un ensemble de dogmes ou de normes est extrêmement rassurant, même si ça les éloigne probablement de leur humanité, puisque ton livre termine sur cette notion de liberté très importante à conquérir sans cesse. Hein. On a bien le sentiment, et il est très juste, que la liberté n'est pas un acquis définitif, hein, c'est perpétuelle quête. Mais on est quand même entouré plutôt de personnes disciplinées. Qu'en penses-tu ? C'est comme pour la croyance religieuse. Ça veut dire, au fond, c'est rassurant. Les dogmes, les croyances, les formes, les formes instituées de savoir et de pouvoir sont très rassurants pour les gens. L'indiscipline demande du courage, demande une prise de risque, demande un pas de côté, demande un décentrement, un déplacement. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose, d'abord, qui ne se transmet pas, qui ne s'enseigne pas, et c'est quelque chose qu'on apprend par soi-même, on s'autorise à le faire. Maintenant, moi je dis que dans des sociétés comme les nôtres, c'est pour ça que j'insiste sur l'école, j'insiste sur les lieux tiers, qui ouvrent des fenêtres, qui ouvrent des possibles, qui ouvrent le possible, qui rendent le possible imaginable. Voilà, c'est ça le plus important. Et donc c'est pour ça que la question des lieux est importante. Mais sinon il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Je le redis, l'indiscipline c'est l'acceptation du chemin. Donc ça veut dire ne pas penser que le savoir ou la création est prédéterminé. Donc, se défaire de cette idée de quelque chose de prédéterminé et de travailler, mais de travailler là, pour le coup, ça demande beaucoup de discipline. Ça veut dire il faut se discipliner pour être indiscipliné. Ça veut dire il faut accumuler de la discipline et après en sortir. Je donne l'exemple dans le livre de Miles Davis pour parler du jazzman qui doit maîtriser ses 12 gammes avant d'improviser. Comme je parle de l'écrivain Primo Levi, qui est un chimiste et qui à un moment donné, lorsque il va vers l'écriture littéraire, il va trouver une sorte d'alchimie par l'écriture. Il fait un livre extraordinaire qui s'appelle Le métier des autres,
dans laquelle il explique un peu comment chacun se débat avec son métier, mais ce regard qu'il fait, ce regard décalé sur le métier des autres, lui permet une distance extraordinaire. Donc c'est ça Et il le fait en prenant conscience du fait que lui, il est d'abord chimiste. Hein. Donc en fait, c'est une conscience de d'où on vient, et de comment on a pu se démarquer. C'est très très important. Je pense que c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une forme d'intériorité intrinsèque à la question de l'indiscipline. Oui, je pense aussi. Je te remercie, Driss, pour ce très bel échange. Donc nous parlions des Sentiers de l'indiscipline, publiés aux éditions En Toutes Lettres. Très bonne maison d'édition qui a plusieurs collections, notamment une des collections qui s'appelle Les questions qui fâchent, qui finalement ici n'est pas une fâcherie, mais j'ai plutôt envie de dire une porte ouverte vers une autre conception de la vie et de notre approche à autrui. Merci infiniment, Driss. Merci.